Allez, on revient sur ces 4 réformes qui seront bientôt votées, des réformes qui fâchent en tout cas l'Institut. Thomas More, Sébastien Lay, bonjour. Bonjour David. Chercheur associé donc à l'Institut Thomas More, Institut libéral qui dans une note pondue il y a quelques jours tacle, on peut dire, le programme d'Emmanuel Macron. Allez, on rentre dans le dur. Premier carton jaune, c'est quoi? C'est la suppression des cotisations sociales, salariales, les charges sur les cotisations sur la maladie, sur le chômage. En gros, on sait que ça a baissé de, je crois que c'est 3,1%. Sauf qu'en face, et on le sait, ce n'est pas une surprise, on a longuement parlé sur ce plateau, mais aussi ailleurs, il y a une augmentation de la CSG d'1,7 point. Ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant toute la campagne, et là vous l'avez rechiffré, vous n'êtes pas du tout d'accord. Pour vous, il restera des cacahuètes. Pour vous, un smicard, quelqu'un qui est au SMIC, qui est à peu près 1400 et quelques euros brut, quand on fait le calcul, vous l'avez fait, il reste en net, il reste 9 euros par mois. Exactement. Quand on fait ce qu'on paye en moins en charge et ce qu'il y a en plus en CSG qui frappe évidemment les salaires, et là, effectivement, si c'est 9 euros, on se dit 9 euros par mois, ça va pas loin. C'est votre chiffrage, celui d'Emmanuel Macron pour ce même salaire, c'est 22 euros par mois. Là, pour le coup, c'est quand même plus. Alors, qui a raison, le président Macron ou Thomas More? Alors d'abord, la logique derrière cette réforme, c'est celle d'une étatisation de l'assurance chômage. L'idée d'Emmanuel Macron et d'En Marche, c'est de sortir de la logique assurantielle et de rentrer dans une étatisation du système où en réalité tout est financé par l'impôt. Alors concrètement, vous allez avoir une suppression, et là ce sont des moyennes, mais en moyenne la suppression elle est de 2,4% des cotisations salariales à l'assurance chômage. Ça commence d'abord par l'assurance chômage, ce que vous avez dit sur la sécurité sociale, pour l'instant c'est de la spéculation. Mais le premier projet de loi qui devrait arriver à l'automne, c'est de supprimer les cotisations salariales à l'assurance chômage, ça fait 2,4%. Mais pas la maladie. Pas la maladie, pas encore. On verra. Mais c'est pour ça la première étape, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres différents. Et ces 2,4% seront compensés par une augmentation de la CSG d'1,7%. Donc dans certains cas, effectivement, vous avez un gain, vous pouvez le calculer, qui est de 0,7%. Pas pour tout le monde, ça ne fonctionne pas pour les retraités, pour les fonctionnaires, et puis pour tous les salariés qui ont des revenus autres que le salaire. Parce qu'en réalité, sur votre revenu du patrimoine ou sur votre épargne, vous allez payer de la CSG. Et par contre, vous ne bénéficiez pas de la diminution des cotisations salariales. Oui, mais il y aura le prélèvement forfaitaire à 30%. Qui sera voté en 2018, donc quelque part ça servira de bouclier. Alors, cette hausse de CSG sera $1. Bah oui, alors à voir, parce que ça aussi c'est un point qui apparaît dans la note, c'est-à-dire que pour l'instant ça n'est pas très clair, on nous a promis de revenir au prélèvement forfaitaire libératoire, une sorte de flat tax à la française. 30%, en incluant les prélèvements sociaux. En incluant les prélèvements sociaux, mais le statut de la CSG et du coup le financement de la CSG pour compenser cette diminution des cotisations salariales, le lien n'a pas été fait dans le programme. Donc on attend de voir, je peux pas donc, vous répondre. Il n'y aura pas cette espèce de bouclier qui... Exactement, on ne sait pas, ce sera peut-être 30% plus une partie de la CSG. Encore une fois, nous sommes dans l'expectative, donc je ne peux pas vous répondre avec affirmation sur ce point-là. Mais nous allons vérifier ce point-là dès l'automne. Donc sur les baisses de cotisation compensées par une hausse de la CSG, vu qu'on n'a pas 100% des baisses de cotisation uniquement sur la partie chômage et pas sur la partie maladie, c'est pour ça qu'on aura un gain réel, mais très modeste. De 9 euros pour quelqu'un qui est au SMIC. Par contre, pour quelqu'un qui a une plus, le gain sera plus élevé. Bien évidemment. Et par contre, le gain est négatif. Pour le coup, c'est une perte pour, encore une fois, les retraités, les fonctionnaires et certaines personnes qui, en plus du salaire, touchent des revenus de remplacement, des pensions, voire des revenus d'épargne, qui, eux, si la flat tax à la française n'est pas mise en œuvre dès l'année prochaine, vont souffrir d'un impact négatif de la réforme. Donc l'impact sur le pouvoir d'achat, le soutien au pouvoir d'achat risque d'être largement moindre que ce qu'on attend. Que ce qui a été annoncé. Alors deuxième tacle de l'Institut Thomas More, boum, l'exonération. Encore une fois, ce n'est pas une surprise, on le sait, la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Qu'est-ce qui pose problème pour vous? On le sait, l'État va financer, enfin compensera à l'euro près. Où est le problème? Non, c'est le financement. Encore une fois, l'État nous promet qu'il y aura une compensation à l'euro près. Ça vous plaît pas les baisses d'impôts? J'en doute. Si, ça me plaît énormément. Encore faut-il les financer. Et surtout, le problème, c'est que quand vous exonérez 80% de la population d'un certain impôt, on a tendance à se dire sur les 20% restants, on espère que... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un risque de coup de bambou fiscal pour les 20% restants qui seront assujettis à la taxe d'habitation. Oui, mais on peut douter, bien évidemment, il est fort peu probable que les pertes de recettes sur les 80% soient reportées intégralement sur les 20%. Non, ça demanderait une augmentation de l'assiette et du taux trop importante. En réalité, il y a deux autres leviers. Le premier, c'est la taxe foncière. Mais je rappellerai que pendant le quinquennat de François Hollande, la taxe foncière a déjà augmenté de 16,5%. Donc les marges de manœuvre sont très limitées. Le deuxième, c'est qu'il s'agit en réalité d'une manne qui est retirée aux collectivités locales. Donc l'État peut très bien compenser intégralement les collectivités locales en augmentant les dotations de l'État aux mairies et aux autres collectivités locales. Vous dites, pardon, vous dites que c'est sous François Hollande qu'il y a une hausse de 16% de la taxe foncière, mais ce n'est pas lié à la politique du gouvernement, puisque ça dépend des collectivités. Donc on ne peut pas lui imputer. Non, je dis simplement que la marge de manœuvre
de ce côté-là, pour les collectivités locales, elle est très réduite parce que le ras-le-bol fiscal, il commence à se faire sentir aussi sur la taxe foncière. Mais le financement, enfin, encore une fois, Emmanuel Macron l'a dit, financer cette exonération à 80% des ménages de la taxe d'habitation, ça sera l'État qui financera, qui compensera au sous-prêt. Où est le problème? Qu'on prend dans une autre poche, c'est ça? Exactement, il faut le trouver dans une autre poche. Je préciserai que dans le programme d'économie d'Emmanuel Macron, on peut y revenir plus tard, il sera probablement pas suffisant, mais il y avait 60 milliards d'euros d'économies, dont 10 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales. Alors qu'en réalité, rien qu'avec cette réforme de la taxe d'habitation, il faut encore trouver 10 milliards d'euros. De plus. Ça fait 20 milliards d'euros à trouver côté collectivité locale. Donc indirectement, vous craignez une mise sous tutelle des collectivités avec une telle mesure? Oui, alors là, on revient un petit peu à la philosophie aussi de l'Institut Thomas More. Nous sommes beaucoup axés sur la défense des territoires, des régions, etc., de nos terroirs, et sur ce qu'on appelle la subsidiarité. Nous sommes plutôt des Girondins que des Jacobins, plutôt des décentralisateurs. Et nous avons peur que cette réforme, France, vous. et nous avons peur que cette réforme, justement, se fasse au détriment des maires et des territoires ruraux. Voilà. D'accord. Bon, alors, troisième carton jaune, selon vous, selon l'Institut Thomas More, c'est l'ISF immobilier. Encore une fois, on le sait, recentré sur l'immobilier. Les portefeuilles boursiers seront sortis de l'assiette taxable de l'ISF. Qu'est-ce qui vous gêne? Si je vous ai lu, hein, si j'ai bien compris, c'est que, en gros, ce sont les petits ISF qui vont payer la note, c'est ça derrière? Exactement. Prenons les recettes de l'ISF à l'heure actuelle. Petit ISF, c'est un oxymore. Bien évidemment. Un euphémisme. 5 milliards d'euros sont les recettes de l'ISF. Vous en avez la moitié qui vient des valeurs mobilières, détention d'actions et d'entreprises, une autre moitié qui vient de l'immobilier. Là aussi, principe de saine gestion, si vous voulez maintenir 5 milliards d'euros, dans la mesure où vous perdez 2,5 milliards d'euros, que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez augmenter? Non, ils ont dit non. Il y aura, le niveau d'entrée à l'ISF ne changera pas, les taux ne changeront pas, rien ne va changer pour ceux qui Donc ça veut dire que vous perdez 2,5 milliards d'euros de recettes par an et qu'il faut compenser à nouveau, soit par du déficit, soit par d'autres impôts. Nous, en tout cas, ce dont nous avons peur, c'est que l'ISF devienne une super taxe foncière, en réalité, et étant donné l'importance du patrimoine immobilier chez les classes moyennes supérieures, notamment dans les grands centres urbains français, vous risquez effectivement de vous retrouver finalement avec des super riches dont la fortune est liée à la détention d'entreprises, voire d'actions à l'étranger, qui ne seront plus soumis ou moins soumis à l'ISF, et au contraire des classes moyennes supérieures, donc entre guillemets des faux riches, qui eux vont se retrouver assujettis à l'ISF immobilier. Qui ont un peu de patrimoine immobilier. Exactement, qui ne seront pas flexibles parce que le patrimoine immobilier n'est pas flexible et qui vont devoir finalement assumer toute cette charge de l'ISF. Allez, dernier point qui fâche, enfin le dernier point que nous on a choisi, mais il y en a d'autres. Il y en a 10 dans la note. Quand on lit la note, mais 10, on manquerait de temps et je vous renverrai évidemment sur cette note signée par l'Institut Thomas More. L'assurance chômage élargie aux démissionnaires, c'est qu'une fois, c'est pas nouveau. Non. Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le principe même ou encore son financement? La logique nous plaît parce que la logique, l'idée c'est les salariés qui ne sont pas bien puissent de s'adapter au futur du marché du travail. Ce sont des thèses qui sont un peu dans l'air du temps, c'est la fin de la valeur travail depuis Jérémy Rifkin ou autre. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a un effort à faire pour permettre notamment aux gens de basculer plus facilement entre le statut de salarié ou d'indépendant. Ouais. Il y a beaucoup d'efforts à faire en termes de formation. Nous entendons Emmanuel Macron sur ces questions-là au cours des prochains mois. Oui, 15 milliards d'euros. Mais l'idée de commencer avec cette idée d'indemnité de démission, donc d'indemnité chômage pour les démissionnaires, elle nous paraît encourager les responsabilités. Rappelez-vous, durant la campagne, il a été obligé de revoir sa copie durant la campagne, donc il est parfaitement conscient. L'idée, c'est de dire que ce sera possible tous les 5 ans, ce qui nie un petit peu l'intérêt de la mesure. Oui, mais ça veut dire que c'est en gros, pardon l'expression, mais un one-shot pour créer une entreprise une fois et point final. Mais ça ne va pas non plus permettre aux indépendants d'aller du statut d'indépendant, salarié, créateur d'entreprise, auto-entrepreneur. Donc c'est une mesure gadget qui, encore une fois, ne fera pas une grande différence et qui peut coûter très cher, par contre. Bon, combien? C'est en fonction des différents instituts. On avait 10 milliards d'euros à peu près. Bon, voilà. Voilà, donc on a choisi de s'arrêter sur ces 4-là, ces 4 réformes qui fâchent, qui rendent colère l'Institut Thomas More. Je vous renvoie évidemment à cette note étude. Co-publiée avec Gérard Dussiol, qui est mon co-auteur. Voilà, c'est important de le dire. Merci Sébastien Lay. Merci à vous. Merci, au revoir.